je vais commencer et pour être sincère, j'ai un peu les pétoches, mais ça va le faire. Donc, vous allez vite voir, au début, il est un peu bizarre et puis après, ça va aller. C'est la première fois qu'en fait, je fais une conférence dans une salle pareille et... Ah, c'est parti! Merci, merci. Allez, allez. J'avais même songé à me cacher derrière le nounours. Et après, je pouvais gigoter les mains, ça aurait été pas mal. Ok, c'est parti. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir choisi cette conférence plutôt que le super atelier de Tiagui sur comment réduire soi-même sa dette émotionnelle pour mieux collaborer dans une équipe agile. Alors, déjà un grand merci aux différents sponsors, notamment à Capgemini parce qu'il y avait un jeu hier où il fallait gagner. J'ai gagné, je suis contente. J'ai gagné une PlayStation, je ne sais pas trop quoi en faire, mais j'étais contente. Voilà. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Marilyn Cole. Il y en a peut-être qui me connaissent parce que j'ai un blog qui s'appelle Vie ma vie d'agiliste. Je suis également donc coach agile et coach professionnel. J'aime beaucoup les voyages, j'ai 2 petits garçons. Voilà, ça c'est mon petit CV résumé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je suis à fond dans le développement personnel et la psychologie. Pourquoi je suis à fond depuis une 15e d'année? C'est que j'ai longtemps cru que j'étais un peu tordue. Et je me disais, c'est les choses que je me racontais parce que je suis très là-dedans et je suis très peu là. Et je me disais, j'arrive à comprendre les gens. Les gens me disaient, ah Marilyn, c'est agréable de te parler, tu es dans l'écoute active, tu es empathique, etc. Ok, très bien, merci, merci. Et en même temps, moi, quand je m'interrogeais, je me disais, mais je dois vraiment être bizarre parce que je ne me comprends pas. L'extérieur me renvoie que je suis plein de choses et je ne comprends pas parce que moi, ça ne me parle pas. Et ce besoin de développement personnel, ce n'est pas juste parce que c'est un truc hippie, il y avait une quête intérieure. Et pour ça, j'ai fait plusieurs choses. J'ai utilisé plein de trucs différents. J'ai fait des stages de développement personnel, donc l'énéagramme pour ceux qui connaissent. Donc ça m'a beaucoup aidé d'être confrontée avec d'autres personnes qui pensaient complètement différemment. Et si un jour vous avez envie de le faire, c'est génial parce qu'il y a des gens, je me disais, mais ils ont vraiment une vision du monde qui est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Et de discuter avec ces personnes-là, ça fait pchut dans ma tête, ils pensent comme ci, je pense comme ça, et en même temps, on est comme ça. Et j'ai voulu aller plus loin, je me suis fait accompagner par un professionnel, ça a duré quelques années. Je pense qu'il a eu pas mal de migraines, moi aussi d'ailleurs, et ça m'a beaucoup aidée. Et ensuite, après tout ça, je me suis dit, tiens, je vais me lancer dans l'aventure coach professionnel. Et c'est parti. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? La dette émotionnelle et le rapport avec l'agilité, je vais vous l'expliquer. On va revenir un petit peu en arrière en 1906. Donc là, on a Francis Galton, c'est un statisticien. Et lui, en fait, son truc, c'était de montrer que les experts, les manteaux, ils étaient hyper balèzes. Et puis les autres, les paysans, ils étaient un peu moins balèzes. Et il s'est dit, c'est formidable, pour prouver que la foule est bête, je vais utiliser un petit jeu qu'il y a sur la place. Le petit jeu, c'était de deviner le poids exact d'un bœuf. Et en regardant les résultats, il s'est marré, il s'est dit, 800 pounds, complètement à la masse, 4000 pounds, rien à voir. Puis en regardant de plus près, il s'est dit, ah tiens, quand on regarde le médiane, quand on fait le calcul de la médiane, en fait, la foule a trouvé le poids exact du bœuf à 1 livre près. Comme c'est quelqu'un qui est honnête intellectuellement, il s'est dit, tiens, avant de sortir mon article comme quoi la foule est bête, je vais peut-être mettre autre chose. Et il s'est dit, en fait, plus on connecte de cerveaux différents, et plus on obtient des résultats efficaces. Et c'est un petit peu le début de l'intelligence collective. Et pourquoi moi, ça m'intéresse? Pourquoi c'est important pour moi? C'est parce que j'entends beaucoup de choses sur l'agilité. J'ai adoré la keynote d'hier matin. Franchement, c'était vraiment bien. Et en même temps, comment on fait pour avoir cette intelligence collective? Alors j'entends parler de bienveillance, empathie, machin. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui va donner l'intelligence collective. Et moi, mon créneau, c'est de parler justement des conflits de la dette émotionnelle. Donc si vous avez suivi, pour avoir l'intelligence collective, c'est de prendre des personnes qui ont une vision du monde différente et une personnalité différente. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend A et B qui pensent différemment? Il y a une incompréhension, c'est humain. Et qu'est-ce qui fait qu'on va être dans l'intelligence collective? C'est lorsque A et B se disent, moi A, je pense comme ça, moi B, je pense comme ça. OK. La manière dont tu penses A, c'est bien. La manière dont tu penses B, c'est OK. Et comment on fait pour avoir une solution C, qui soit un petit bout de A, un petit bout de B? C'est ça l'intelligence collective. Et dans notre monde d'aujourd'hui, soyons tous honnêtes, et c'est pour ça qu'on galère tous dans l'agilité,
en partie, c'est qu'on pense c'est soit A qui a raison ou B. Voilà, c'est lequel a la meilleure idée et lequel on va suivre. Et quand on est dans un état d'esprit soit A ou B, il va y avoir des conflits parce qu'on est dans un rapport de force. Je vais pousser mon idée, c'est celle-là qui va marcher. Et en fait, moi, mon parti pris, c'est de dire plus on laisse la dette émotionnelle s'accumuler, c'est-à-dire des conflits, des incompréhensions humaines, et plus l'intelligence collective va chuter. Pas d'intelligence collective, utilisez tous les frameworks agiles de la planète. Moi, c'est mon parti pris, ça ne marchera pas. Et j'avais fait une première conférence là-dessus, où je parlais de comment réduire la dette émotionnelle dans une équipe Scrum. Pourquoi ça me tenait à cœur? Parce que j'entendais souvent des Scrum Masters qui me disaient « Tu sais, Marilyn, j'ai fait tous les certifs de la planète, machin, les burn-down charts, les miens, ils cartonnent. Par contre, mon équipe, elle n'arrive pas à travailler ensemble. Puis les rétros, ça part au lynchage, ou alors personne ne dit rien. » Et en fait, je l'ai mis en pratique et j'ai aidé les personnes, un peu comme ce que disait la keynote hier matin, c'est « Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Par contre, vous n'êtes pas obligé de dire « T'as raison, je vais m'écraser. Voici ma vision du monde, voici ta vision du monde et comment on peut travailler ensemble. » Et en fait, c'est ça le secret de réduire la dette émotionnelle d'une équipe. Et en même temps, après ça, j'ai des Scrum Masters qui m'ont dit « Marilyn, j'ai essayé. Il y en a toujours un qui ne veut pas. Alors, c'est quoi ton truc de mentaliste, Marilyn, pour aider à ce gars-là à se remettre en question ?» Oh là là, moi je ne fais pas ça. Déjà, je ne suis pas mentaliste. J'ai déjà du mal à me comprendre moi-même, je ne vais pas essayer de comprendre les autres. Hein. C'est bon, quoi. Ce que j'explique, c'est que si la personne n'a pas envie, eh ben, tu l'emmerdes pas. Tu la laisses tranquille. Et en même temps, si cette personne, elle est là et qu'elle n'a pas claqué la porte, c'est qu'il y a quelque chose qui la retient. Peut-être que c'est juste alimentaire. Pourquoi pas? On n'est pas là pour juger. Si la personne, elle est là, elle n'est pas là, en se disant tous les matins, « Oh, et comment je peux faire pour que l'équipe, elle part en fight? Et si les gens pouvaient s'entretuer, ce serait trop bien. » Alors, il y a des personnes qui pensent comme ça. Là, pour ça, ma conf, elle ne peut rien faire. On est d'accord. Bon, plus sérieusement, dans un monde professionnel, la personne qui ne suit pas l'intelligence collective ne va pas bien. Et moi, ma conférence, elle s'adresse à ces personnes-là. C'est si vous ne vous sentez pas bien dans une équipe, dans un monde où on dit « Allez, agilité, machin, machin ». Et en même temps, pour des raisons personnelles, vous souhaitez rester, je vais vous donner des petites astuces. Et c'est parti. Donc, j'aime bien parler de personnages. Donc ça, c'est Alfred. Là, le contexte, c'est qu'on est dans une entreprise. On est dans une entreprise et il y a une réunion. On essaye de faire du pseudo-agile avec des estimations. Et donc, dans ce pseudo-agile avec des estimations, on a pris conscience que la dette technique, c'est important. Il y a un Scrum Master qui dit « Hey, les gars, vous savez quoi? On va réduire la dette technique. Donc, qui a des super idées ?» Et Alfred, il a une idée. Et le Scrum Master n'a pas bien entendu. « Alfred, tu as dit quoi ?» Et il va dire « Non, j'ai rien dit. » Il a dit quelque chose, il s'est écrasé. Alors Bob, c'est différent. Bob, il a également une super idée. Alors lui, c'est le contraire d'Alfred. S'il y a bien une idée qui doit être retenue, c'est la mienne. Et si je peux écraser les autres, par les plus forts, c'est encore mieux. Voilà, lui, il ne supporte pas qu'on le contredise. Et le troisième, c'est Charlie. Charlie, il a, comme Alfred et Bob, des super idées. Il écoute celle de Bob, et en même temps, il ne va pas se laisser faire, il va présenter son idée. Il ne va pas l'imposer, mais il va dire « Mon idée, elle est là et je l'assume. » Et en même temps, je peux t'écouter, Bob. Si ton idée elle est meilleure que la mienne, très bien, on retient la tienne. Si je ne suis pas convaincue par ton idée, j'aimerais bien que tu m'écoutes, je t'écoute et on essaie de trouver un truc ensemble. Mais en fait, j'ai une question à vous poser. Qui, dans votre mission actuelle, a tendance à être en mode Alfred? Allez, levez la main, c'est pas filmé. Il n'y a pas d'Alfred dans la salle? Ah, il y en a un, deux. Bon, je lève la main. Moi, j'ai tendance à être Alfred. Qui est plutôt en mode Bob? Alors, j'ai fait des études scientifiques. Il y a à peu près, je ne sais pas combien vous êtes, mais il n'y a que 3-4 Alfred, 3-4 Bob. Pourquoi pas? Donc moi, il m'arrive d'être Bob aussi. Et qui est plutôt en mode Charlie? Ah, il y en a pas mal qui ne se prononcent pas. Ça a le mérite d'être honnête. OK. Sachez que si dans votre projet actuel, vous êtes parfois en mode Alfred et parfois en mode Bob, c'est que vous avez la dette émotionnelle. Grande ou petite, la question, elle n'est pas là. Par contre, votre dette émotionnelle, si vous ne la réglez pas, elle va s'accumuler. C'est comme un poison. Et en fait, tant qu'il n'est pas traité, à un moment, vous allez voir, la solution, ce sera « il faut que je change d'équipe ». C'est moi ou l'équipe.
Soit c'est moi qui je me casse, soit je démissionne, enfin voilà. Alors, moi là-dessus, pour la petite histoire, j'ai longtemps été Alfred. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, j'ai compris, c'est moi ou l'autre, donc maintenant je vais exploser l'autre. Je suis passée en mode Bob. Donc j'ai l'air gentille, toute sympa, mais quand je suis en mode Bob, j'ai de l'énergie, paf, paf, paf. Donc j'ai eu cette petite période, et en même temps, je suis honnête, quand j'étais Alfred, j'étais pas bien. Quand je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Et quand j'étais en mode Bob, sur le moment, il y a un côté genre, je l'ai explosé. Oh, je suis fière de moi, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et puis après coup, en fait, je ne suis pas à l'aise là-dedans. C'est pas mon truc. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé pour être en mode Charlie. Et je tiens à le dire, le mode Charlie, c'est du travail. Ce n'est pas naturel chez moi. Et j'ai étudié la communication non violente, parce qu'en théorie, c'était formidable. Et oui, en théorie, c'est formidable, et en pratique, c'est formidable. Par contre, la pratique, elle n'est pas accessible à tous. Pas à tous, dans le sens où il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. C'est que, d'un point de vue habituel, il y a des choses à casser. Une manière de penser, une manière d'être. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, la communication non violente, donc il y a Marshall Rosenberg, quelqu'un qui a expliqué qu'il y avait 2 phases dans la CNV. La première phase, ça permet d'exprimer notre sincérité. Et c'est ce qui manque à Alfred. La deuxième, c'est d'écouter avec empathie. Et c'est ce qui manque à Bob. Alors, empathie, entre nous, j'en ai lu des bouquins. J'ai regardé sur Google. Empathie, c'est un terme hyper abstrait. Et je vais en parler juste après. Il y a 4 étapes là-dedans. Donc, la première étape, c'est j'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans la peau d'Alfred et qu'on essaye de parler à Bob en mode CNV, tel que Alfred l'a compris en lisant tous les bouquins. En lisant ça, Alfred, qui veut bien faire les choses, il dit « Ah, observation facile. Bob, quand j'ai exposé mon idée, tu ne l'as pas pris en compte. » Qu'est-ce qui se passe ? Bob va l'exploser. Parce que Bob, il a ressenti le jugement. Il s'est senti attaqué. Parce qu'effectivement, il y a un jugement derrière. Et le gentil Alfred, malgré lui, quand il balance sa phrase, il a l'impression qu'il n'y a pas de jugement. Soyez sincères avec vous, le jugement, c'est pas facile. Alors comment savoir en fait qu'on n'est pas dans le jugement? C'est qu'on essaye d'être factuel. Moi, la manière dont je fais, parce que des jugements, j'en ai plein la tête, j'essaye de me dire, c'est comme si j'étais caméraman et que je filmais les choses, je décrivais les choses. Donc une bonne observation, c'est quand j'ai exposé mon idée, tu ne l'as pas noté sur le tableau et je me suis tue. Et quel est le meilleur feedback pour savoir qu'on est dans l'observation? C'est que le Bob, qui est plein de colère, il écoute Alfred. Ok, c'est factuel, ça me va. Deuxième étape, je réagis à ce comportement par un sentiment. Alfred, en mode CNV scolaire, ok, j'ai le sentiment de ne pas compter. Il est à côté de la plaque. Pourquoi? Le sentiment, il est corporel. Et quand il dit « j'ai le sentiment de ne pas compter », il est là. Il aurait pu très bien dire « je crois que je ne compte pas, je crois qu'on ne m'aime pas ». C'est là. Vous voyez? Et comment savoir? En fait, ce n'est pas une question de formulation. Moi, c'est pour ça que j'ai galéré dans la CNV. C'est une question corporelle, la CNV. C'est le sentiment, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose dans votre corps. Et en fait, aucun bouquin ne vous dira comment ressentir ce truc. Moi, personnellement, là, je vais le faire. Je vais dire « je suis triste ». Bullshit, je ne suis pas triste. Ça ne me parle pas. Vous voyez? Par contre, si je vais être honnête, vous êtes tous là, j'ai les pétoches. Et j'ai envie de bien faire les choses. Ça, c'est ce que je me raconte. J'ai envie de bien faire les choses. Mais au fond de moi, j'ai peur. Et là, vous voyez, c'est marrant, c'est le pouvoir des mots. Et là, je sens que ça monte. Je vais me reprendre. De dire, j'ai peur, j'ai senti le cœur qui, pam pam. C'est là, pam pam. Après, certaines personnes vont réagir dans les émotions différemment. Peut-être que c'est votre oreille qui va vibrer, je ne sais pas, chacun son truc. Mais faites l'exercice au calme chez vous. Dites des phrases. Est-ce que c'est là où il y a un truc physique? Il y a un truc physique, alors c'est bon, elle est là l'émotion. Je cerne les désirs, besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment. Alors moi, quand j'ai lu ça, je dis « oh là là, dis donc, c'est un peu chaman ce truc ». Le besoin, classique. J'ai besoin que tu prennes en compte mon avis. Alors pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants, c'est un classique. J'ai besoin que tu fasses ça.
Moi, j'ai un exemple qui me fait marrer, c'est j'ai besoin d'un iPhone. Il y a des gens, ils sont comme ça. Oui, il est sorti, j'ai besoin d'un iPhone. J'ai une personne qui m'a fait ça récemment, ça m'a fait rire. Et la personne, je dis, mais t'as pas besoin d'iPhone, hein, tu comprends pas, j'ai besoin d'un iPhone. Oui, parce qu'il y a un besoin intérieur, mais ce n'est pas l'iPhone. Si la personne, elle est honnête avec elle, en creusant, elle va dire, mais en fait, j'ai besoin de conformisme, j'ai besoin d'acceptance. Personne, quand elle va dire, oui, ouais, j'ai besoin de conformisme, j'ai besoin d'être comme les autres, ça va lui parler. Vous voyez, ce n'est pas un besoin d'iPhone. Le besoin d'iPhone, c'est une stratégie. Et dans la communication non violente, ce qu'on explique, c'est que le bon besoin de la communication non violente, c'est le besoin qui est interne et qui ne dépend que de soi. D'accord ? Donc, un besoin intermédiaire, parce que ce n'est pas facile de balancer, j'ai un besoin de conformisme, quand même, celui qui arrive à faire ça en lisant un bouquin de Marshall Rosenberg, bravo. Par exemple, j'ai besoin de défendre mes idées et d'être bien avec les autres. Ben, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal ? Parce que ça a le mérite d'être, il ne dépend que de lui et pas des autres. En travaillant sur lui, le besoin profond d'Alfred, c'est j'ai besoin d'harmonie. Ok. Dernier truc, je demande à l'autre des actions concrètes qui contribueront à mon bien-être. Ça, c'est subtil. Pourquoi c'est subtil ? Parce qu'une demande, ce serait « Bob, dis-moi pourquoi tu n'as pas noté mon idée en mode CNV ?» En fait, ça, c'est une exigence. Et une vraie demande, ce serait « Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu n'as pas noté mon idée en mode CNV ?» En vrai, lu comme ça, il n'y a pas de différence. Parce que la différence, elle n'est pas dans les mots, elle est dans l'intention qui est derrière. Je suis Alfred, je parle à Bob. Au moment où je parle à Bob, mon intention, elle est quoi ? Elle est qu'il se démerde pour me dire oui, parce que j'ai fait un effort de CNV et que j'ai quand même puisé dans mes émotions. C'était douloureux pour moi, donc tu es gentil, tu vas me donner ce que je veux. C'est une exigence et il va le ressentir. Vous utilisez tous les mots que vous voulez, bienveillance, empathie, machin, blabla, ça ne va pas marcher. Par contre, si dans votre intention, au moment où vous allez donner un cadeau à Bob et lui dire votre demande, si dans votre intention vous acceptez que lui, il accepte ou il la refuse, je vous assure, votre corporel va dire quelque chose et Bob, il va ressentir que c'est une demande et pas une exigence. Et le secret de la communication non violente, c'est quoi ? Vous vous souvenez l'histoire de conflit, c'est moi, Alfred, et toi, Bob. Il y a toi et il y a moi. C'est le lien. S'il y a un lien, la communication non violente, elle va marcher. Une communication non violente, ce n'est pas pour aider l'autre à te donner ce que tu veux. C'est de dire, comment est-ce qu'on peut trouver ensemble un moyen qu'on soit gagnant-gagnant. Et pour faire ça, on est tous des êtres humains. C'est que si vous parlez de manière factuelle, vous parlez de vos émotions profondes, vous parlez de votre besoin, l'autre, humainement, même si ce n'est pas votre meilleur copain, il est en face d'un être humain, il n'a qu'une envie, c'est que vous soyez bien. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'en fait, un besoin profond, c'est que les gens, ça aille bien, mais pas en se sacrifiant soi. Voilà. Et donc Bob, en mode pur CNV, il ferait « Alfred, tu as proposé une idée alors que j'avais déjà proposé mon idée. Je suis en colère. La colère, elle est là. J'ai besoin d'affirmation de soi. J'aimerais que tu dises que tu reconnais mes compétences, même si tu as une idée différente. » Alors, c'est subtil pour les personnes qui ne pensent pas comme Bob. Sachez que c'est un cas réel parce que c'est le mien. Le jour où j'étais en période où j'avais envie d'exposer d'autres personnes et c'était d'autres agilistes, c'est ça que j'ai ressenti. C'est que dans ma tête, tu n'acceptes pas mon idée, tu me rejettes dans tout ce que je suis. Et quand j'ai réussi à comprendre que ce que moi je voulais combattre, c'est à la fois je voulais qu'il soit bien et que je sois bien, et qu'en fait, il rejette mon idée, mais ce n'est pas moi qui rejette. Quand j'ai réussi à atteindre ce besoin-là, ça fait pchit. Tout d'un coup, ça allait mieux. Et quand j'ai exprimé comme ça, la personne en face, parce que c'était fight, elle a dit « Ok, t'es comme ça, bon, comment on fait ?» Il y a vraiment ce truc qui se passe. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Alors, pourquoi c'est si compliqué la communication non violente à pratiquer ? C'est parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait son job, c'est votre cerveau. C'est pour ça que je dis notre cerveau pour le meilleur et pour les ennuis. Parce que moi, mon cerveau, je l'aime énormément, et en même temps, c'est un peu à cause de lui que j'ai plein de galères. En fait,
Si vous êtes là, c'est que vos ancêtres ont été sélectionnés, en partie grâce à leur cerveau. C'est quoi le job du cerveau? Le job du cerveau, c'est pas de vous donner des migraines la nuit et vous empêcher de dormir. Le job du cerveau, c'est d'assurer votre survie. Si vous êtes là, c'est que vos ancêtres, ils avaient cette capacité à être au taquet. Vous voyez? Et comment il a fait ça? Il y a deux choses. La première, c'est de garder de l'énergie en cas de danger. En fait, votre cerveau, il y a un côté de lui qui est encore dans la savane. Et il se dit, j'ai beau être riche, machin, tout ça, on ne sait jamais. Il peut se passer un truc. Il ne plane pas, votre cerveau. Il est au taquet. Un exemple concret, moi, typiquement, j'aime bien me balader dans la rue, je suis là, j'écoute de la musique, je suis bien. Des fois, j'entends un bruit, pouf, il se passe un truc, paf, je suis au taquet. Mais ça, c'est parce que mon cerveau, il fait son job. Une autre anecdote, par exemple, je suis en réunion, j'ai envie de dormir, c'est un peu chiant la réunion, et à un moment, quelqu'un va dire un mot, paf, ça va me réveiller. Bam, qu'est-ce qu'il a dit? Deadline. Bam, je me réveille. Il y a des mots comme ça, paf. D'ailleurs, les politiciens, alors je m'égare un peu, ils aiment bien jouer aussi sur la peur. Vous regardez les infos, vous dormez, bam, un truc qui fait peur, paf, vous êtes au taquet. Et là, il y a la pub qui sort. Ah, je vais acheter un iPhone, après je serai content. C'est exactement ça. Si vous êtes là, c'est que vous avez été sélectionné pour ça. Donc votre cerveau, il fait son job, il fait ça bien. Et en même temps, comment il fait ça? Pour que vous puissiez en fait être un peu en mode somnolent et qu'à un moment, paf, ça part, c'est que pendant que vous êtes somnolent, il y en a un qui bosse, c'est le cerveau. Il prend toutes les informations et il les met dans des cases. Il est en mode pilote automatique, jugement, bien, mal, bien, mal, bien, mal. Quand vous vous entendez parler, vous dites ça c'est bien, ça c'est mal. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Et par rapport à votre survie. Ça c'est bien pour ma survie, ça c'est mal pour ma survie. L'autre truc, c'est que vous êtes là, vous êtes en train de vous balader, c'est formidable, il y a un bruit, paf! C'est désagréable. Le cerveau, il n'aime pas ça, parce que grosse poussée d'adrénaline. Eh bien, le bon plan, c'est quoi? Le cerveau, il n'est pas con, c'est éviter les dangers. Pas de problème, paf, tout le monde est content. Ben, comment il fait quand vous dormez? Votre corps, il se repose. Qui c'est qui ne se repose pas? C'est le cerveau. Il y va, il bosse. Il prend tous les événements de la journée, il va écrire des croyances. Alors, ce matin, j'ai dîné avec mon mari, il m'a gueulé dessus. Ok, croyance, les hommes sont tous des cons. Et pourquoi pas? Les hommes sont tous des cons, c'est une croyance pour éviter de me retrouver dans la situation où un homme va me gueuler dessus. C'est le cerveau qui bosse, il fait ce qu'il peut. Et pourquoi c'est important ça? Si vous avez compris ça, vous allez pouvoir comprendre pourquoi Alfred y galère. Alfred, il a besoin d'harmonie. On en a encore besoin de survie. Pour lui, être dans la survie, s'il y a de l'harmonie, alors il est dans la survie. Sa manière de penser. Une croyance aidante, c'est une croyance qui va l'aider à être dans cette harmonie. Par exemple, je crois que je peux défendre mes idées et avoir des relations paisibles avec les autres. Ok, croyance aidante. Une croyance limitante, c'est une croyance qui va l'empêcher d'atteindre cette harmonie. Par exemple, je crois que si je défends mon idée, les autres vont me rejeter. Et pourquoi elle est là, cette croyance limitante? C'est quand même bizarre, il est quand même tordu, ce cerveau. Parce qu'en même temps, il bosse, il met des croyances pour que ça se passe bien pour moi. Et en même temps, ce cerveau, si je l'écoute, ça va m'empêcher d'être dans l'harmonie, du coup, je ne vais pas être bien. Le cerveau, il fait comme il peut. Il y a eu une blessure derrière. C'est j'ai insisté pour choisir le restaurant et contredit ma femme qui m'a hurlé dessus. Et en fait, le cerveau, il a ressenti cette émotion, hurlé dessus, il n'est pas bien, on n'est pas bien, oh là, la survie, ça ne va pas. Le sentiment derrière, c'est j'ai peur d'être seule. Et ça, c'est important. Au moment où sa femme lui a hurlé dessus, le sentiment, c'est la peur d'être seule, d'être rejetée. C'est pas bon pour sa survie à lui. Et là, il est dans une réunion de brainstorming, on parle d'aide technique. Il aime son produit, il aime ses collègues. Et il est persuadé que son idée, elle est bonne. Et en même temps, à ce moment-là, en pilote automatique, c'est son cerveau qui pense pour lui, je sais que c'est un peu subtil, mais son cerveau pense pour lui, il dit « tais-toi, si tu parles, tu vas être seul ». Et là, ce sentiment, il n'est plus au restaurant avec sa femme, il est avec ses collègues. Et il y a un sentiment de peur qui est là. Donc la croyance limitante, elle va dire « je vais te sauver mon gars, tais-toi ». Et qu'est-ce qui se passe? Il est en réunion, il n'a pas du tout pensé à sa femme, ça se trouve, il ne sait même pas qu'il a peur, parce qu'il n'en a pas trop conscience. Mais le pilote automatique va dire « tais-toi ». Et son comportement dit « je ne sais pas ».
il fait ça une fois, deux fois en réunion, même le bon vieux Charlie, ça va l'agacer. Et le langage corporel de ses collègues va être interprété par Charlie comme une forme de rejet. Et ça va le conforter dans « tais-toi ». Donc c'est subtil, vous voyez, ça boucle. Alors, Alfred, on a vu pourquoi lui, c'était compliqué pour lui d'exprimer sa sincérité. Et pourquoi Bob, il a du mal en fait à écouter avec empathie. Et déjà, on va parler d'empathie. Alors l'empathie, j'ai lu tellement de trucs. Et moi, mon cerveau qui me disait, mais je comprends pas, à quel moment je suis empathique. De note de 1 sur 10, là, je suis à 9, là, je suis à 3, oh, je comprends rien. Ok. Donc, je balaye tout ça parce que ça me gave. Moi, je vais vous donner mon interprétation de l'empathie. C'est assumer ma vision du truc. Pour moi, il y a une empathie innée. Si vous êtes tous là, c'est que vous avez été sélectionnés pour avoir ce truc. Enfin, vous avez été sélectionnés parce que vous aviez ce truc. Et on est dans la savane. Et dans la savane, en fait, pour survivre, l'homme préhistorique, mon ancêtre, il s'est dit, pour survivre, j'ai besoin des autres. C'est quand même plus facile. Parce que si je dois aller pêcher, affronter un lion, rester éveillé pour pas qu'un lion il me bouffe, être toujours au taquet, faire du feu, à un moment je vais être crevé, je vais me faire bouffer. Donc, je choisis d'être avec les autres parce que ça va m'aider dans ma survie. Et en même temps, la savane c'est dangereux, c'est que à un moment, je vais m'endormir, il n'y a qu'un seul pauvre gibier et l'autre il a faim. Coup de massue, il me tue, il mange le gibier. C'est la survie, c'est le jeu. Et en fait, si vous êtes là, c'est que vos ancêtres, ils ont compris comment allier j'ai besoin des autres et en même temps, les autres sont aussi un danger. Si vous vous écoutez, je suis persuadée que vous avez des anecdotes personnelles en vous disant tout seul, je suis malheureux, je ne me vois pas être sur une île déserte et en même temps, je me méfie de ces gens-là. C'est que vous avez ce truc, l'empathie innée. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à prévoir si l'autre va être un allié ou un ennemi? En fait, notre cerveau, il scanne les expressions du visage. Il ne s'en rend pas compte. Et si vous êtes honnête avec vous-même, qui ne s'est jamais dit, tiens, ce gars, je ne le sens pas. Ouah, il a un truc, je vais aller le voir. Vous voyez quelqu'un, il y a un truc qui vous dit, j'aime pas. Ah, bien, mal, j'aime pas, je le sens pas. Ce mec, il est bon pour ma survie, ce mec, il est dangereux pour ma survie. Et il y a des expériences qui ont été prouvées qu'on prend des tartines et on met de la confiture et beaucoup de personnes vont dire la tartine est triste, la tartine est joyeuse. C'est qu'on a ce truc, on scanne. Et en même temps, c'est ça qui nous a aidés à survivre jusqu'ici. Sauf que ce n'est pas une science exacte. Et l'empathie, telle qu'expliquée dans la communication non violente, c'est une empathie pour moi qui s'acquiert. Le gars qui vous dit, moi, l'empathie, c'est inné chez moi. Ouais, bref, j'allais faire un jugement, mais je vais le garder pour moi. Donc, il y a aussi une différence avec la sympathie. J'entends des personnes qui me disent moi, je suis vraiment empathique. Les gens, quand ils me racontent d'histoires, je ressens sa tristesse, je ressens sa joie, je ressens sa colère, je me connecte à l'autre, machin. Ouais, ça, c'est de la sympathie. Et c'est quoi concrètement? Alfred, donc Bob, il va scanner en fait, en empathie innée, la tête d'Alfred. Il va voir qu'il est triste. Il va lui poser la question, pourquoi tu es triste? Et Alfred va dire, je me suis encore engueulé avec ma famille hier. Et là, Bob, qui est dans la sympathie, son histoire va faire écho à une histoire chez lui. Il n'en a pas conscience. Il va ressentir de la tristesse. Vous voyez? Alors qu'il était content. Mais cette tristesse, ce n'est pas la tristesse d'Alfred, c'est la sienne. Et dans les dessins, je le montre, c'est que lui, sa tristesse, elle va se transformer par exemple en colère. Et il va dire, je suis triste pour toi. Et je vais lui dire de mots, parce que c'est un combat personnel. Il ne fait pas ça par sympathie pour Alfred, non. Il fait ça pour lui. C'est sa tristesse à lui. Elle est dans son corps. L'empathie, c'est Charlie, par exemple, il a scanné, Alfred, il est triste. Alfred raconte son histoire. Et là, Charlie se dit, ouais, moi aussi je serai triste. Moi aussi je serai triste. Il dit, je comprends que tu sois triste. Et en même temps, au fond, lui, il continue à être joyeux. C'est pas pour ça qu'il va danser devant Alfred. Il est respectueux. Mais lui, il est bien. Ça ne le touche pas. J'entends parfois des personnes qui disent « Ouh, ce médecin, il manque d'empathie ». Non. Moi, mon parti pris, c'est qu'il a écouté que vous souffrez.
Il n'est pas en train de pleurer avec vous, mais il l'a entendu, il l'a vu, il l'a compris. Il est empathique. Et moi, personnellement, je préfère me faire charcuter par un chirurgien qui garde la tête froide plutôt qu'un chirurgien qui se dit elle est mère d'un enfant. Moi aussi, j'ai un enfant. Si je me rate, qu'est-ce qui va se passer chez moi? Oh, écoute, mon gars, me touche pas. Vous voyez? C'est ça la vraie empathie, c'est chacun à sa place. Ok, donc Charlie. Charlie, en gros, c'est moi, aujourd'hui. C'est comment je fais avec tout ce bordel. Eh bien, j'ai pioché, c'est comme l'agilité. J'ai lu tellement de trucs, j'ai pratiqué tellement de trucs, voilà, j'en ai plein. Je pourrais avoir des méga certifications. Je ne le mets pas parce que ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, il n'y a aucun framework, méthodologie qui a marché chez moi. Suis-je bizarre? Je ne sais pas. Et bien moi, ce que je vous propose, c'est un mix de plein de trucs qui a marché chez moi. Et si ça vous parle, piochez à droite et à gauche, faites votre truc. Allez-y. C'est en 3 étapes. La première étape, c'est détecter quand on n'est pas OK. Si quelqu'un vous dit « tu devrais changer » et que vous êtes bien, changez pas, basta. Par contre, si vous sentez que vous n'êtes pas bien et que vous avez envie que ça change, alors là, je vais vous proposer des trucs. On revient au corps. Ça ne marche pas. Et en fait, en même temps, en tant qu'être humain, on a 3 choses. On a la tête, on a les émotions et on a le corps qui bouge. Faut bouger. Et connectez-vous aux émotions et dites-vous, est-ce qu'il y a un des 5 trucs qui vous parlent? La colère. La colère, c'est de l'énergie. Si vous vous sentez en colère, en fait, c'est qu'il y a une valeur qui n'a pas été respectée. C'est qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vous a été imposé et vous ne vous sentez pas bien. Donc vous êtes en colère. Si vous êtes frustré, je suis frustrée, gna 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 gna, le mode Calimero, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas d'iPhone, machin, machin, pourtant j'ai bien travaillé, je comprends pas. Ma fille a un Motorola, j'ai un Motorola. Et donc, je l'aime bien. La bonne nouvelle, c'est que personne ne me le vole, c'est pratique. Donc, dans les transports, c'est génial, les gens ils regardent, oh, Motorola, tiens. Très bien. Donc la frustration, pour revenir à nos moutons, il me manque quelque chose. J'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est il me manque quelque chose. Et en fait, c'est qu'il y a un besoin non satisfait. Par exemple, je n'ai pas pu défendre mon idée. Si vous avez l'impression d'être dans un cercle vicieux, mais je ne comprends pas, j'ai tout fait, tout testé, tous les frameworks, les machins, les trucs muges, pourquoi je tourne en rond, pourquoi ça ne marche pas chez moi? C'est qu'il y a une croyance limitante quelque part. Aucun bouquin ne vous aidera à pointer sur votre croyance limitante. Mais elle est là. Si vous avez le sentiment d'être vampirisé, moi j'entends des personnes qui disent dans ma précédente mission, j'étais proche du burn-out. Vous savez quoi? Vous savez ce que c'est que le vrai burn-out? La personne, elle ne bouge plus. Le cerveau, il ne marche plus. Les émotions, c'est pouf. Et le corps il ne bouge plus. Le vrai burn-out, c'est que la personne, elle n'est même pas capable de se lever pour les pisser. D'accord? Par contre, si vous dites, j'ai frôlé le burn-out ou j'étais en burn-out, c'est ça a été vampirisé. Vous avez pris, pam, 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 pam. Et c'est que une limite chez vous n'a pas été respectée par vous. C'est vous qui n'avez pas respecté votre limite. Par exemple, quand Bob me coupe la parole, je me tais. Je ne me respecte pas. Je ne me protège pas. On est toujours dans la survie. Et de manière générale, si vous êtes dans une émotion désagréable, tristesse, colère, peur, il y a un truc. Et je vais y venir. Et si vous laissez le truc, à un moment, ça va péter. Alors, deuxième étape, c'est pratiquer l'auto-observation. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le faire. Moi, j'ai un petit carnet d'auto-observation. C'est en 5 fiches. Donc, la première fiche, c'est prendre conscience de sa jauge d'énergie. Vous vous souvenez, plus vous êtes KO, plus votre cerveau va travailler pour vous. Et vous êtes en pilote automatique. Le premier truc, c'est écoutez-vous. À quel moment vous êtes crevé? Vous êtes fatigué? À quel moment il y a la limite? Moi, je dis les 20%. On sait le faire avec un téléphone. Ouh, 20%, il faut que je recharge. Ouh, là, j'ai bientôt plus d'essence, je vais recharger. Et pourquoi on ne fait pas ça avec nous? Parce qu'on n'a pas appris. Et aucun bouquin vous dira, ah, vous êtes à 20%. Un jour, il y a une application qui fera ça. Vous dire, là, comment vous savez que vous êtes dans les 20%? Vous observez. Là, j'ai pété un câble. J'étais à 20% là. Ou je me suis pris le truc, j'ai bugué, j'étais tétanisée. Ou mon cerveau ne marche plus, mes jambes ne marchent plus. Vous êtes dans votre limite rouge, votre jauge rouge. Et bien quand vous êtes là, quand vous dites ça ne marche plus, il y a un truc qui ne marche pas chez moi, ou qui marche trop de manière excessive dans les émotions,
faites 2 choses. Allez vous planquer dans les toilettes. Moi, j'ai déjà fait au boulot. J'ai été me planquer dans les toilettes. Est-ce que là, je sens que ça va mieux? Ou alors, vous chopez un copain, vous dites, ah, viens, on va aller prendre un café. Et vous sentez que ça va mieux. Il n'y a que par la pratique, vous saurez où est-ce que vous êtes. Pourquoi ce sujet il me tient à cœur? C'est parce que je suis une rigolote, je me marre tout le temps. Et en fait, j'ai longtemps été étiquetée extravertie. Et en fait, je suis introvertie. Je suis une introvertie sociale. J'ai besoin des gens. J'adore me marrer. Et en même temps, à un moment, je vais me planquer dans les toilettes parce que j'ai besoin de récupérer. Il n'y a que vous qui saurez dans quelle case vous êtes, en essayant. Deuxième truc, les émotions. Eh bien, les émotions, petit carnet d'auto-observation. En fait, quand vous êtes dans la joie, c'est comment chez vous la joie? Il y a des gens, je ne sais plus, là, c'est la mascotte qui dit « You know what? I'm happy ». Ben ouais, ben il est joyeux, ça ne se voit pas trop, mais c'est la joie. Et donc, en fait, comment corporellement, vous la ressentez comment, votre joie? Eh bien, quand vous êtes dans la joie, moi, je suis plus « Wouhou ». Et puis, des fois, je suis « Wouhou ». Petit tuteur, les gens, ils ont aimé ma conf. C'est la joie. Et qu'est-ce que ça a nourri derrière? Oh, les gens, ils ont aimé ma conf. Ça a nourri quoi? Besoin d'acceptance. Moi, j'ai un petit côté Bob, d'être reconnue par mes compétences. Je fais une association un peu pourrie. Tu aimes ma compétence, tu m'aimes moi. C'est bien, c'est pas bien. En tout cas, c'est comme ça que je marche. Et là, je me dis, ouais, besoin d'acceptance. La joie, c'est un indice sur ce qui est important pour vous. La colère. J'adore la colère. La colère, c'est de l'énergie, c'est pour aller au combat. Et en fait, moi, j'ai l'injonction qui m'a dit, Marilyn, sois une gentille fifi, dis pas de gros mots, là j'en ai dit plein, oui, comme quoi je vais mieux. Et la colère, elle est là pour aller au combat. Il y a des personnes comme Alfred, ils ont du mal à assumer qu'ils sont en colère. Parce que ça ne se voit pas, parce qu'on n'est pas tous en mode Bob où on va éclater les gens, mais la colère, elle est là. Et si la colère, elle n'est pas entendue, bah, croyez-moi, votre corps, il va l'entendre. Et moi, j'ai une petite anecdote personnelle. Ma colère, elle était là. Et quand on me disait, Marine, ça va? Ouais, ça va bien. Bullshit. J'étais en colère, j'ai fait des crises de psoriasis. Et c'est mon médecin qui m'a dit, vous n'allez pas bien. Bah, si, je vais bien. Non, vous ne vous écoutez pas. Mais le corps, il trouvera un moyen de se faire entendre. Et c'est ça la dette émotionnelle. C'est qu'il y a un message qu'on vous envoie, que votre corps vous envoie et vous ne l'écoutez pas. Et bien, le jour où j'ai compris ça, et bien, vous savez ce qui s'est passé? Et j'ai été dans les toilettes et j'ai dit, pute, 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 pute. Mais ouais, franchement. Et en fait, alors moi, j'ai quand même l'injonction, Marine, sois polie. Dans les toilettes, je n'ai pas crié très fort. Et franchement, il s'est passé un truc dans mon corps. Mon corps, il a dit merci. Et franchement, sentez-le. Et cette énergie, alors après, sur le moment, j'ai envie de l'éclater, la nana. Mais j'ai senti le poing, les machins, c'est le combat. Et après, je me suis dit, ouais, quand même, contextualise, Marilyn. Mais ce qui s'est passé, je vous jure, vraiment, je l'ai vécu. C'est parti. Le message, il a été traité. Il y a une jauge rouge, j'ai mis de l'essence, la voiture, elle a dit, OK. La peur, c'est hyper important, la peur. Et en fait, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez ce petit truc, cette petite lupiote qui dit, attention, danger. D'accord? Et en même temps, on n'est plus dans la savane. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire bouffer par un lion. Mais notre cerveau, il a des craintes, il a des peurs. Et moi, des fois, j'entends, ouais, c'est une peur irrationnelle. Moi, quand on me dit, Marilyn, t'as peur d'être devant tout le monde alors que ta conf, elle est bien, que sur Twitter, on t'a dit que tu cartonnes, ta peur, elle est irrationnelle. Non, elle est là, ma peur. Elle est là, elle n'est pas irrationnelle, elle est réelle. Et je l'écoute. Et en fait, la peur, elle dit quoi? Elle dit danger potentiel. Ouais, dans ma manière de penser, il y a une petite voix qui se dit, ça se trouve, ils vont tous exploser. C'est pas irrationnel, parce que c'est là, c'est le cerveau qui dit ça, c'est sa logique à lui. Par contre, je suis capable de l'entendre et de dire, et en même temps, concrètement, est-ce que les gens vont me jeter des cailloux? Jetez-moi un caillou, je vous en jette rien aussi. Donc, j'ai une stratégie, c'est-à-dire que la peur, je l'ai entendue. Quand on vous dit la peur est irrationnelle, c'est une manière de dire tais-toi. Et bien la peur, plus vous lui dites tais-toi, et plus elle est là, et elle va se faire entendre. Et c'est là qu'on devient dans la parano. Moi, j'ai entendu ma peur et j'ai trouvé une stratégie, j'ai fait un choix. La choix, c'est quoi? C'est de dire passe à l'action. Ton corps, il bouge. Pour répondre à une peur, il y a 2 stratégies. Le combat, t'exploses les gens, tu me balances un caillou, je te balance un caillou. Ou la fuite.
il voulait fuir. Vous avez bougé. La fuite, si vous avez fui, c'est que vos ancêtres, ils ont survécu. Ce qui ne va pas, c'est de ne pas bouger, d'être là, comme un lapin apeuré devant des phares. Et bien, tant que vous êtes là, vous nourrissez votre peur, et c'est sans fin. Être alerte et action. Tristesse. Alors la tristesse, c'est un peu subtil. Être triste, c'est lié à vos jugements. Mon chien est mort, ça fait 2 semaines, je suis triste. Ok. Mon chien est mort, ça fait 3 mois, je suis triste. Étrange. Posez-vous la question. Il n'y a que vous qui saurez si il faut 2 jours ou 3 mois pour être triste pour la mort de son chien. Par contre, si ça perdure, si vous vous dites quand même, c'est quand même bizarre d'être triste pour un chien pendant 3 mois, c'est qu'en fait, il y a un problème de lâcher prise derrière. C'est que vous n'acceptez pas que le truc est fini. Il est mort, et vous le savez, mais ce n'est pas le fait qu'il soit mort que vous n'acceptez pas, c'est comment je remplace. On revient au besoin d'amour. Ce chien, il me donnait de l'amour et j'ai besoin d'amour. Et je ne sais pas comment avoir de l'amour autrement que par ce chien, donc je m'accroche à ce chien. Vous voyez ? Et bien en fait, quand vous avez compris que ce qui se cache derrière la tristesse, elle vous dit « j'ai besoin d'amour », et bien il y a un truc qui se passe, j'ai besoin d'amour, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut me donner de l'amour. Et là, la tristesse, elle part parce qu'elle a fait son job. Vous acceptez que c'est fini, vous acceptez de continuer, d'aller trouver quelque chose d'autre. Pour ceux qui se sont fait larguer, un classique, « mais non, je ne peux pas vivre sans toi, je ferai des efforts, machin, reviens ». C'est parce qu'il y a un besoin d'amour. Et vous croyez qu'il n'y a que lui qui peut vous le donner ? Eh bien, quand vous acceptez en disant « ouais, j'ai besoin d'amour et il me donne cet amour et en même temps, il n'est pas bien pour moi. Donc j'ai peur et je vais essayer de trouver de l'amour autrement ou je vais accepter je vais me démerder. » Et paf, déclic, il n'y a plus de tristesse. Après, je vais aller assez vite pour la suite, les injonctions, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est penser dans un mode « et ». C'est comme la CNV. Si c'est lui ou moi, ça ne va pas le faire. C'est lui et moi. D'accord ? Donc, par exemple, le soi parfait. Si vous vous dites « je peux viser la perfection et être humain », ça va mieux. Et si vous dites « ben non, Marilyn, s'il n'y a pas 4000 personnes qui disent que ta conf, elle est géniale », vous ne vous sentirez pas bien. Et de dire « moi, je veux viser la perfection pour ma conf, et en même temps, s'il y a 2 personnes qui ont trouvé ça génial, alors c'est cool. » Le soi fort. Je peux être fort et exprimer mes sentiments. Ces personnes sont en difficulté, pensent qu'être fort, c'est l'armure. C'est mon cas. Moi, j'ai eu du mal à me connecter à mes émotions, dire que je suis triste, etc. Ça me rend vulnérable, j'aime pas ça. Et moi, mon truc, c'est me dire, je peux être fort et exprimer mes sentiments, et je choisis la manière dont je vais exprimer mes sentiments, et avec qui je vais exprimer mes sentiments. Et ça le fait. Dépêche-toi, speed, speed, speed. Moi, les personnes que je coach, par exemple, ils ont souvent cette injonction, vite, 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 vite. Et je leur fais prendre conscience que vous avez raison de vous dépêcher. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et en même temps, si vous courez sans savoir où vous allez, j'adore dire ça, vous ne savez pas, vous vous plantez. J'aime bien dire, tu veux te dépêcher, tu veux gagner du temps. Une bonne méthode de gagner du temps, tu es dans ta voiture, avant de courir, tu prends le GPS, tu mets l'adresse du GPS. Et après, tu vas à fond les ballons, à 160 sur l'autoroute, si tu veux. Mais tu as pris le temps de savoir où tu allais. Et fais plaisir, c'est ce qui se passe avec Alfred. C'est te dire, je peux faire plaisir aux autres et me faire plaisir aussi. C'est moi et les autres. Et là, observez-vous, dites-vous, quelle est l'injonction qui vous parle le plus ? Et quand elle revient sur le tapis, pensez en mode « et ». Au suivant, 3e étape. Donc là, vous savez à peu près comment vous fonctionnez, vos émotions, comment vous rechargez vos batteries. Et là, vous utilisez ce que j'appelle la prise de conscience canard Sheldon. Et je vais être vite parce qu'il ne reste que 5 minutes. Il y a la méthode du canard en plastique. En fait, il y a des personnes qui se sont rendues compte, le canard en plastique, c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, ça me permet, moi, de prendre du recul émotionnellement et de manière mentale. Par exemple, une anecdote simple, c'est mon mari, il s'énerve, « j'ai perdu mes clés ». Et je lui dis, ok, c'est toujours dans ce placard-là et c'est pas là. Très bien. Et tu as fait quoi avant ? Pourquoi tu me demandes pourquoi ce que j'ai fait avant ? Tu as fait quoi avant de rentrer à la maison ? J'ai eu une réunion. Ça se passait comment ? Oh, c'était cool, j'étais bien. Il est dans la joie. Ok, et après, tu as fait quoi ? Je suis rentrée. Il s'est passé quelque chose ? Oui, on m'a appelée. Et tu étais où ? Dans la cuisine. Oh, les clés sont dans la cuisine. En fait, là, si par exemple, il était dans la colère, et submergé par la colère, il ne peut pas trouver ce qui se passe. Être connecté à une autre émotion
faire cette distance, ça permet de refaire marcher le cerveau et les émotions. Comment on fait ça? En fait, c'est une tierce personne qui va vous aider à avoir cette distance. Cette tierce personne, ça peut être un coach, un psy, un machin. Et moi, je m'adresse spécialement aux personnes qui n'ont pas envie d'aller voir un pro, par pudeur, qui veulent faire ça tout seul, parce que c'était mon cas. Et bien, vous prenez une mascotte. Moi, j'aime bien, par exemple, lui donner un petit prénom, vous l'appelez machin. Et en fait, vous lui donnez une personnalité. Moi, j'aime bien Sheldon, pour ceux qui sont fans. Pourquoi? Parce que Sheldon, en fait, il est très observation, très factuel, il ne comprend pas les émotions. Dans le sens où tu dis, tu sais bien comment elle est. Il ne comprend pas. Tu sais bien comment on fait. Il ne comprend pas. Donc, prenez un canard, un objet, et vous lui parlez, vous lui racontez les choses. Et là, vous allez raconter votre problème. Donc, par exemple, moi, je suis Alfred. Je vais raconter à mon canard, je dis, je me pose au calme. Et le premier truc que je fais, c'est que je prends ma première fiche. Ma première fiche, c'est l'énergie. Est-ce que là, au niveau énergie, je suis bien? Si je ne suis pas bien, j'arrête ça tout de suite. Et je vais recharger mes batteries. Je suis bien, j'y vais. C'est quoi mon émotion? Je me sens comment là? Qu'est-ce qui se passe corporellement? Quand je repense à l'histoire, quand je repense à ce matin, j'ai voulu parler, et Bob, il n'a pas noté mon idée. Oh, je crois qu'il y a de la colère. Ah ouais, connectez-vous à cette émotion. Et cette émotion, elle est au moment présent, au moment où moi, Alfred, je me raconte mon histoire, je sens la colère. J'essaye de trouver l'émotion corporelle. Je sais que j'ai une tendance, F3, à le fait plaisir. OK. Et ensuite, je vais raconter au canard en mode chacal. Chacal à fond, vous y allez. C'est le moment où vous balancez votre chacal. Allez-y, personne ne vous juge. Quand vous avez balancé tout ça en mode chacal, reprenez l'histoire. Racontez-vous l'histoire, cette fois en faisant attention au pouvoir des mots. C'est-à-dire que quand vous êtes dans les généralités, toujours jamais il est comme ça, essayez de contextualiser. Vous êtes la caméra. Vous racontez à votre canard qui lui comprend rien à rien, il n'était pas là. À la réunion de 15h, il s'est passé ça. Racontez votre histoire et avec la fiche sous les yeux, quand vous êtes dans la négative, vous balayez la négative et vous dites en mode affirmatif. Pourquoi? Parce que le cerveau, en pilote automatique, il comprend les mots, il ne comprend pas la négative. Par exemple, moi, quand je suis énervée, j'ai mon pote, d'ailleurs il est là, il dit « Ne t'inquiète pas, mais… » J'entends « Ne t'inquiète pas, je suis déjà inquiète. » Vous voyez? Les mots sont importants. Ne pensez pas à un poisson rouge, ça c'est un classique aussi. Moi, je me force à être affirmative. Les pensées, j'écoute. Quand je dis « je crois que », je pense que je suis là. Je suis, je machin, je suis là. Le secret, c'est de faire marcher les deux. Bien, mal, bien, mal, bien, mal. C'est bien, c'est mal. Il est bien, il est mal. OK. Pourquoi ça, c'est bien pour ma survie? Pourquoi ça, c'est mal pour ma survie? Pourquoi je me raconte ça? Et ensuite, le fameux logique de « ou ». Quand vous vous entendez, c'est « j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, c'est comme ça. C'est comme ça ou comme ça. » Ah ouais, vraiment? Ça peut pas être comme ça et comme ça? Et la dernière fiche, quand vous avez fait tout ça, que vous avez raconté votre histoire une deuxième fois, un peu au ralenti, en faisant attention à ce qui se passe en vous, vous prenez vos responsabilités. Et là, au lieu de dire c'est parce qu'elle n'a pas été notée, que mon idée n'a pas été retenue, ou il faut éviter de se faire remarquer, je dois me taire, soyez honnête avec vous-même et dites je choisis de me taire. Et c'est pour cela que mes idées ne sont pas entendues. Vous arrivez à cette étape, je vous assure, il va se passer quelque chose chez vous. Les messages là et là, ils ont été entendus. Et c'est vous qui allez trouver la solution. Et vous arrivez après l'étape d'après. C'est que vous revivez le problème humain en étant le héros. Corporellement, vous vous sentez bien. Là-dedans, vous avez été entendu, vous êtes bien. Vous êtes capable de revivre l'histoire. Et cette fois, vous vous dites, j'ai la cape de super-héros et tout est possible. Et là, je m'imagine, je suis à 15h, il y a Bob, je dis mon idée, il n'a pas noté, OK. Et là, la question, alors je ne l'ai pas noté, la question magique, et j'ai bientôt fini, la question magique, c'est à quoi je dis oui quand je dis non? C'est ma prof de CNV qui m'a dit ça, et j'ai bugué, j'ai pas compris là. À quoi je dis oui? Je dis oui à mon besoin d'harmonie. Et là, l'idée, c'est de revivre l'histoire en disant, je vais dire oui à mon besoin d'harmonie. Et là, j'imagine Bob, il fait ci, il fait ça, et je dis, hé, tais-toi. Ne jugez pas la manière dont vous allez faire le truc. Or, vous vous écoutez, vous, et l'autre, il est choqué, il n'est pas choqué, c'est son taf à lui.
C'est en passant ainsi qu'un jour, vous arriverez à être non. Corporellement, c'est non. Et en même temps, sans besoin de lui casser la gueule. Il y a des étapes à passer. La première, c'est moi, moi, moi. Quand on prend l'avion, je vais déborder, quand on prend l'avion, moi, dans ma tête, je n'y arrive pas. On me dit, si demain, ton avion, il crache, ton oxygène à toi et celui de ton enfant. J'ai beau le savoir, je sais pertinemment que demain, il y a un problème. Je vais avoir envie de sauver mon fils avant. Et je me dis, non, Marilyn, si toi, tu meurs, il meurt aussi. Les pourcentages de chances que tous les deux en vivent, moi d'abord, c'est dur. Hein. Eh bien, c'est ça l'exercice. C'est à quoi je dis oui à mon besoin d'harmonie quand je dis aux autres, allez vous faire voir. Et en fait, quand vous faites ça, le cerveau, il est magique. Il y a des émotions, les deux sont mis d'accord, et demain, il va prendre une décision, Alfred. Soit il assume de dire, je ne bouge pas, soit je vais le faire. Et bien, c'est pour ça que ceux qui ont des enfants, les enfants, c'est sain de leur lire des livres qui font peur. C'est sain, les cauchemars. Pourquoi? C'est le cerveau qui vous met en stress. Et comme ça, vous savez comment vous êtes en stress et vous savez comment agir. Le cerveau, il a besoin d'avoir senti, vécu un moment où il a su assurer. Vous voyez? Et bien, c'est ce qui se passe là. Quand vous avez senti, imaginé que c'était possible, vous allez vous écraser une fois, deux fois devant Bob, et un jour, ça va sortir. Peut-être en gueulant, peut-être doucement. Voilà, ça c'est un petit résumé. Hop, voilà, vous pouvez prendre les photos, il y a les slides. Mes sources, je vais très vite. Marshall Rosenberg, nickel, mais pratique, pratique, pratique. Si vous aimez ce qui est neurosciences, machin, psychologique, c'est la neuroscience pour les nuls, j'adore. Foutez-vous la paix, c'est parce que moi j'ai eu beaucoup de mal. C'est vraiment sur les injonctions. Et ensuite, il y a les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Pour la petite histoire, attention. Ce livre, il m'a beaucoup aidé à comprendre le truc profond derrière qui disait que je ne me sentais pas bien. Et en même temps, ce livre, il a un côté un peu hippie, je ne suis pas très fan. Donc, à lire avec un esprit critique. Et voilà. Et voilà. Et sinon, ça, c'est mes coordonnées. Vous pouvez en mettre un feedback, positif, négatif, comme vous voulez. Et si vous voulez plus d'infos, il y a mon site pro et j'ai un peu débordé. J'espère que si vous avez des questions, moi je reste là, si vous voulez. Sinon, je vous souhaite un bon appétit, etc., etc. Et merci, je me sens bien.